Bonjour et bienvenue à tous. Laissez-moi vous emmener au temps de Louis XIV, découvrir un homme qui a participé à la grandeur et au faste des fêtes à la française. Je vous présente François Vatel. C'est parti. De son véritable nom, Fritz Karl Vatel, François Vatel voit le jour le 17 janvier 1631 à Tournai, une ville belge non loin de la frontière française. Il est issu d'une famille d'origine suisse qui travaille la terre. Son père est laboureur. À 15 ans, François veut s'éloigner de la tradition familiale. Il a l'idée folle de s'élever socialement par rapport à ses parents et devient donc un travailleur acharné. Toute sa vie va tourner autour de son travail et de sa réputation. C'est ce qu'il y a de plus important pour lui. C'est peut-être la raison pour laquelle on ne lui connaît aucune relation amoureuse au cours de sa vie. Il entre en apprentissage auprès du parrain de son frère, un certain Jehan Everhart, pâtissier traiteur de métier. Celui-ci va le former et lui apprendre toutes les ficelles du métier pendant 7 ans, avant qu'il ne vole de ses propres ailes. Nous sommes en 1653. François a tout juste 22 ans et rentre au service du vicomte et marquis Nicolas Fouquet en tant qu'écuyer de cuisine. Il est chargé de la gestion et de la découpe de la viande devant les invités lors des banquets. Nicolas Fouquet vient d'être nommé surintendant des finances, l'équivalent de notre ministre du budget, par le cardinal Mazarin qui fait office de Premier ministre au service du roi Louis XIV qui n'est encore qu'un jeune homme. Et son château de Vaux-le-Vicomte est en pleine construction. Il prévoit d'ailleurs d'organiser une fabuleuse réception lorsqu'il sera enfin fini afin d'éblouir la cour. Pendant ce temps, François apprend, se perfectionne et évolue vite. Avec son énergie débordante et son don pour l'organisation, il est rapidement nommé maître d'hôtel, chargé de l'organisation des banquets et de la coordination du personnel de cuisine et de service. Le 17 août 1661, Nicolas Fouquet peut enfin inaugurer son tout nouveau château. La fête est somptueuse et ses invités d'honneur sont le roi Louis XIV, jeune homme fougueux de 23 ans, et la reine-mère Anne d'Autriche, accompagnée de toute la cour royale. Pour cet événement, François, en qualité de maître d'hôtel et chef du protocole, organise de grandioses festivités pour 80 tables. Au total, c'est pas moins de 30 buffets et 5 services de volailles qui seront servis aux invités. La vaisselle est d'or pour les invités d'honneur et d'argent pour le reste de la cour. Le compositeur Jean-Baptiste Lully, surintendant de la musique du roi, organise un concert de 24 violons. Et en collaboration avec Molière, ils font jouer la comédie-ballet Les Fâcheux, composée tout spécialement pour l'occasion. Et on ne compte pas les nombreux autres divertissements qui ont lieu sur le domaine pour les invités. La soirée est un véritable succès. Les invités sont plus remarquables les uns que les autres et sont émerveillés par la splendeur du château, de ses aménagements extérieurs, des banquets abondants, ainsi que la pléiade de divertissements proposés. Jean de La Fontaine, célèbre poète connu pour ses fables animalières, dira « Jamais Vaux-le-Vicomte ne sera plus beau qu'il le fut cette soirée-là », insistant sur la délicatesse et la rareté des mets servis. Devant cet étalage de richesse et de luxe, le roi Louis XIV est profondément vexé. En effet, à cette époque, le château de Versailles est en construction, vivant encore au château de Fontainebleau. Et le royaume fait face à de nombreuses difficultés financières, amplifiées par les guerres menées par la France. Le roi, encore jeune et fougueux, veut faire tomber Nicolas Fouquet et le faire arrêter sur le champ. Il faudra faire rendre gorge à tous ces gens, dira-t-il. Mais sa mère l'en empêche. Après le splendide feu d'artifice qui clôt une magnifique soirée, le roi refuse la chambre mise à sa disposition à Vaux-le-Vicomte et rentre sur le champ à Fontainebleau. 2 semaines plus tard, le 5 septembre, Nicolas Fouquet se fait arrêter par les mousquetaires du roi, et en particulier d'Artagnan à Nantes. La décision de Louis XIV de disgracier son surintendant n'est pas due uniquement à sa fête somptueuse. La décision était antérieure. En effet, le roi se méfiait de lui, le trouvant trop puissant, avec un réseau important d'amis pour le soutenir, ainsi que propriétaire de plusieurs places fortes stratégiques en France. Le procès de Nicolas Fouquet va durer 3 ans. Il est accusé de détournement de fonds royaux à son propre bénéfice, de crimes de lèse-majesté, et on découvre chez lui des documents échafaudant une rébellion nationale contre le roi. Tous ces crimes étaient passables de la peine de mort. Finalement, il est condamné à la confiscation de tous ses biens, ainsi qu'au bannissement du royaume. Cependant, Louis XIV préfère le garder à l'œil et transforme sa peine en enfermement à vie à la forteresse de Pignerol dans les Alpes. Il y meurt 20 ans plus tard, en 1680, d'une crise d'apoplexie.
C'est Jean-Baptiste Colbert qui reprend son poste, transformé entre-temps en conseiller royal des finances, sous le contrôle direct du roi, et qui a contribué à monter le dossier d'accusation contre Nicolas Fouquet. Suite à l'arrestation de son employeur, François Vatel prend peur et s'enfuit en Angleterre. En effet, l'affaire fait grand bruit. On parle partout du surintendant qui a volé le roi. François, lui, n'a que faire de ses complots politiques. Il se dit juste que si on l'associe à son ancien employeur, au pire, il risque la prison, au mieux, cela pourrait entacher sa réputation et devenir un frein dans sa carrière. Dans sa précipitation à fuir, il ignore que le roi reprend tout le personnel du château de Vaux-le-Vicomte qu'il juge compétent pour sa nouvelle demeure, Versailles. François rate là l'occasion de sa vie. En Angleterre, il se lie d'amitié avec le baron Jean Hérault de Gourville, ami de Nicolas Fouquet qui l'a aidé dans sa carrière. Lui aussi en exil, suite à une condamnation en France, il devient intendant de la maison du prince de Condé. Ainsi, François rencontre le prince de Condé, prince de sang, cousin de Louis XIV, et ancien général de l'armée française en disgrâce. Celui-ci a pour projet de rentrer en France pour redorer son blason et renouer les relations avec le roi. Le prince de Condé engage alors François pour son château de Chantilly, à 40 km de Paris. C'est le retour en France pour François. En 1663, de retour en France, François est promu contrôleur général de la bouche au château de Chantilly. Il est chargé de l'organisation des repas, de la responsabilité des achats et du ravitaillement de tout ce qui est alimentaire au château, de la gestion du personnel de service, mais aussi de l'organisation des festivités lors des banquets et du respect de l'étiquette. C'est d'ailleurs sous sa direction que sera servie pour la première fois la crème chantilly. On lui attribue souvent à tort la découverte de cette recette. La réputation de François n'est plus à faire, son talent dépasse les portes du château et on sait que ses fêtes sont de véritables succès, au point qu'il est ponctuellement engagé par les plus grands pour des réceptions, tels que le cardinal Mazarin, Louis XIV, le duc d'Orléans et bien d'autres grands du monde. Engager François Vatel, c'est montrer sa richesse et son pouvoir. Depuis son retour en France, le prince de Condé s'attelle à la rénovation et l'embellissement de son château de Chantilly. Son but est de renouer les relations avec son cousin, le roi Louis XIV. Il doit faire oublier sa disgrâce après son engagement dans la Fronde et auprès de l'armée espagnole contre la France dans les années 1650. Il veut donc organiser de grandes festivités pour la réouverture de son château et y inviter le roi. Par là même, il espère pouvoir le convaincre de retrouver sa place dans l'armée et les rentes financières qui l'accompagnent évidemment. Il sait qu'il a les qualités militaires précieuses qui peuvent s'avérer utiles dans la guerre que s'apprête à mener la France contre la Hollande. De plus, aux yeux de la cour, il veut faire oublier le scandale de sa femme, impliquée dans un trio adultérin et exilée à Châteauroux par lettre de cachet. La fête se doit donc d'être exceptionnelle. La fête en l'honneur de Louis XIV se déroule du 23 au 25 avril 1671. François doit organiser 3 fabuleux banquets pour le roi, accompagnés de 200 à 600 courtisans et leurs nombreux domestiques, soit pas loin de 3000 personnes pour une somme de 50 000 écus, ce qui revient à environ 5 millions d'euros. François n'a que 15 jours pour organiser les banquets ainsi que les divertissements, sans compter la pression qui retombe sur lui au vu des enjeux attendus par le prince de Condé. François joue sa réputation, tout se doit d'être parfait. C'est le soir du 23 avril que les invités arrivent après une partie de chasse. On les installe autour de 25 tables dans un château illuminé pour l'occasion. Le dîner sera suivi d'un spectacle de 2 heures et qui prendra fin par un feu d'artifice grandiose, en partie gâché par un brouillard bas. Pour Vatel, c'est la panique. Lui qui est attaché aux moindres détails et au perfectionnisme, ne sait plus donner de la tête tellement il y a à faire. Voilà 2 semaines qu'il ne dort presque plus en prévision de ses festivités. De surcroît, 75 invités supplémentaires se sont présentés et en conséquence, 2 tables ont manqué de rôti. Pour Vatel, épuisé par la surcharge de travail, c'est le déshonneur. Il a manqué à ses engagements vers le prince de Condé. Il dit à plusieurs reprises qu'il ne peut survivre à une telle disgrâce. Heureusement, après le dîner, le prince de Condé en personne vient le féliciter pour ce délicieux repas. Les invités sont ravis et le prince lui dit de ne pas prêter attention au manque de viande qui n'a pas été remarqué par les invités. Le lendemain, pour le dîner du vendredi, le menu est spécial. C'est un jour maigre et de carême dans la religion chrétienne. Cela signifie qu'en hommage au Christ et à sa traversée du désert sans nourriture, on ne mange pas de viande. Contrairement à ses habitudes, François ne s'approvisionne pas en poissons de rivière, soit parce qu'il souhaitait des produits plus nobles, soit parce que leur pêche est trop aléatoire en cette saison.
Il fait envoyer des émissaires dans le port de Dieppe, le plus grand port de la Manche, et dans d'autres de la baie de Somme, et fait acheter des espèces sédentaires et abondantes, ainsi que des coquillages pour avoir du stock livré le jour même. Cependant, il aurait pu anticiper les problèmes de livraison récurrents à l'époque en se faisant livrer à l'avance et en conservant les espèces dans des viviers au château de Chantilly. Le vendredi matin, très tôt, vers 4 heures, il attend sa livraison de poissons. Mais là, grande déception. Seuls 2 paniers arrivent, bien loin de ce qu'il a besoin pour son banquet. À 8 heures du matin, rien de plus n'a été livré et pour François, c'est la catastrophe. Le comble du déshonneur pour le prince de Condé qui compte sur lui. Il déclare à son ami Gourville « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Mais celui-ci ne le prend pas au sérieux, mettant l'attitude du maître d'hôtel sur le compte de la fatigue et de la pression. Désespéré, François monte dans sa chambre. Il s'imagine déjà être renvoyé parce que le roi n'a pas eu de quoi manger. Le déshonneur qui s'en suivra est de devenir la risée de la cour royale. C'en est trop pour lui. Complètement désœuvré, il cale son épée dans la porte et se jette mortellement dessus à 3 reprises. Et au moment même où la vie quitte notre François, le reste de sa commande de poissons arrive au château. C'est Gourville qui retrouve son ami mort. Il se sent alors coupable de ne pas avoir mesuré l'état de désespoir de François. Dans la journée du 24 avril 1671, François Vatel est enterré discrètement, d'une part pour ne pas gâcher les festivités du prince de Condé, mais aussi parce que par superstition, la mort ne peut être présente sous le même toit que le roi de France. Le suicide étant condamné par l'Église, il ne peut normalement pas être béni lors d'une cérémonie religieuse. Cependant, son inhumation au cimetière de Vineuil-Saint-Firmin, non loin de l'église du village, suggère une intervention du roi ou du prince de Condé. On dira d'ailleurs qu'à l'annonce de la mort de François, le prince aurait versé quelques larmes. Le roi, souhaitant apaiser la peine de son cousin, s'excusera, lui disant qu'il n'était pas obligé d'organiser autant de fastes pour sa venue, qu'il savait que ces visites occasionnaient de gros soucis d'organisation. Les festivités auront eu au moins le mérite de rapprocher les cousins, sonnant ainsi le retour en grâce du prince de Condé. La légende raconte que malgré l'abondance des poissons à table, les invités s'en seraient privés par respect pour le suicidé. Bien que cela nous paraisse aujourd'hui quelque peu excessif de se suicider pour une commande non livrée, il faut bien comprendre que ces fêtes avaient des enjeux politiques importants et la pression était considérable pour l'organisateur. De plus, pour cette fête en particulier, François a eu peu de temps pour tout organiser. Et en plus de son rôle habituel, il a dû faire face à de nombreux imprévus, ainsi que la logistique d'accueil des invités, puisque le château étant de taille modeste, il a fallu trouver pour tout ce petit monde un hébergement de proximité dans des auberges ou hôtels, avec un nombre d'invités et domestiques qui change constamment. Un véritable casse-tête. Cette surcharge de travail, la fatigue, la pression et l'importance de sa réputation a certainement dû le mener jusqu'à un burn-out tragique. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi le parcours de cet homme pour qui le travail était tout. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié.